La personnalité borderline. Le trouble borderline est un état limite qui se caractérise par le sentiment d'insécurité, de changement d'humeur, des relations humaines difficiles avec un manque de confiance en soi qui peut aller jusque chez le patient à avoir des gestes d'auto-agressivité. Peut-on considérer ce trouble de l'identité comme une maladie? On trouve parmi eux beaucoup de borderline qui sont hypersensibles, créatifs, originaux, très intuitifs. Néanmoins, ce trouble se soigne. Partie 1. L'histoire. Le terme borderline a une histoire longue et les premières approches de ce trouble de l'identité ont été répertoriées par des psychanalystes dans la fin des années 30. Actuellement, l'approche provient du behaviorisme avec des classifications américaines, du DSM-4 et du côté psychanalytique avec la classification SIM-10. Il s'ensuit une importance pour les tenants du DSM, d'une code neurologique et plutôt psychanalytique pour les tenants du SIM. Partie 2. L'approche psychanalytique. L'approche psychanalytique en 1942 par Helen Deutsch met l'accent sur l'approche du moi qui serait appauvri et ou absent, d'où découle parfois une dépersonnalisation. La personne apparaît normale aux yeux des autres mais n'éprouve que peu d'émotions, la rendant inerte. En 1950, Germaine Gess attribue le qualificatif de caractériel ou trouble d'abandon pour les enfants qui auraient manqué de preuves d'amour qui leur aurait permis de se construire ainsi une vraie sécurité, d'où une intense demande d'amour plus tard. Gess soulignant que ces adultes ne supportant pas la cure psychanalytique. En 1975, Otto Kenberg propose le terme d'organisation limite qui décrit un trouble du caractère et une agressivité envers les personnes ou objets avec une ambivalence typique d'un clivage envers la relation à l'objet et ou à l'être humain. Certains de citer des troubles autistiques et en 1970 avec Jean Bergeret une pathologie limite de la dépression. Le suivi psychanalytique quand il peut se fait avec un nombre de séances hebdomadaires de 1 à 4 par semaine et en face à face avec le clinicien psychanalyste. Troisième partie, l'approche phénoménologique des borderlines. L'approche du fait borderline, du point de vue behavioriste ou dit comportementaliste, montre que ce sont plus souvent des femmes qui sont touchées. Elles n'auraient pas reçu l'attention qui leur revenait et manifesteraient de l'hostilité et auraient des besoins élevés si leurs besoins n'étaient pas satisfaits. Pour le spécialiste John Gunnarsson, qui dédramatise le diagnostic et pense qu'en se connaissant suffisamment, notamment au niveau de la vulnérabilité, la personne pourrait développer pleinement ses aptitudes créatives et intelligentes. Pour un autre spécialiste, on trouverait dans l'histoire du patient une carence affective importante, mais aussi des sentiments d'abandon, de mésestime de soi-même, d'automutilation, d'interprétation erronée du jugement des autres, d'une difficulté à connaître ses propres émotions, quelquefois des troubles sexuels et du sommeil. Tout ceci doit être pris avec préciosité dans la distinction entre le pathologique et la normalité, ce qui reste difficile. Le trouble bipolaire n'est pas loin du tableau clinique de la personnalité borderline, mais ce dernier n'est absolument pas celui de la schizophrénie. L'évolution de ce trouble de la personnalité peut apparaître à l'âge du jeune adulte et diminuer vers la quarantaine, et les causes sont multifactorielles, comme on va pouvoir le voir brièvement, biologiques, psychologiques, sociales et culturelles. Ainsi, le facteur biologique, il pourrait y avoir sans certitude un trouble du fonctionnement de certains neurotransmetteurs. Au niveau social, on peut retrouver des traumatismes sexuels, ceci dit, c'est à prendre au conditionnel. Le facteur comportemental. Au niveau comportement, en société, la personne ayant une vision d'elle-même troublée, il s'ensuit une idéalisation qui va quelquefois à la néantisation. Des troubles du jugement font que la personne réagit avec violence parfois et rumine des idées méchantes à son encontre et aux autres. Il y a une forte interprétation que la personne démêle difficilement en juste et faux, cela signant une peur d'être abandonnée tout en éprouvant des émotions pour une personne qui compte et qui n'est pas là. Alors, la quatrième partie, c'est la classification du DSM-4 du trouble borderline. Dans cette classification, dite DSM-4, l'accent est mis sur la difficulté des interactions sociales et de la vision de soi-même, et cela avec des pulsions commençant à l'âge du jeune adulte.
D'après cette classification, il doit y avoir 5 des 9 critères suivants présents pendant un certain temps pour poser un diagnostic de borderline. Alors, on va voir en détail ces 9 critères. Le premier, c'est volonté l'abandon réel, de fuir l'abandon réel ou non. Deuxième, interaction relationnelle instable et présente, avec une variabilité d'idéalisation forte et de mésestime de soi-même. En 3, les troubles de l'identité, difficulté à se définir, à se connaître. En 4, pulsion, dont dans 2 états dangereux pour la personne, par exemple, l'addiction au jeu et au sexe. En 5, l'automutilation ou la menace suicidaire. En 6, l'instabilité de l'humeur ou de l'affectivité. En 7, le sentiment du néant. En 8, une colère disproportionnée ou difficilement contrôlable. Et en dernier point, en 9, symptômes de dissociation avec idée de persécution de courte durée. Le trouble bordel limite de la personnalité se résume finalement à une angoisse du rejet et de l'abandon, d'une modification de l'humeur, d'une difficulté à maîtriser la manifestation de l'émotion négative, d'une difficulté à bien se situer personnellement, d'un déséquilibre dans la vie intime et d'une méfiance et dissociation en présence de pression extérieure sociale. En partie 5, le traitement. On traite ce trouble avec des psychothérapies de type cognito-comportemental, avec la psychoéducation et la thérapie classique individuelle, en thérapie dans un groupe, avec la famille et avec une médicamentation afin d'acquérir une meilleure image de soi, de permettre de contrôler ses pulsions, de mettre en place des moyens, c'est-à-dire des stratégies pour vivre avec ses émotions, de vivre mieux sa relation avec soi-même. Et la médicamentation est classique et doit agir sur l'angoisse, et l'impulsivité et l'humeur. Il existe une thérapie dite dialectique comportementale qui a été mise en œuvre par Marshall Linehan pour prévenir le comportement suicidaire. On constate que les patients abandonnent moins la thérapie dans ce cas-là. Cette dernière est bâtie sur une forme dialectique. Elle aborde globalement la personne d'une manière multifactorielle, soit biologique, psychologique et sociale, et est une TCC, thérapie comportementale cognitive. Elle permet d'œuvrer sur le côté tranchant tout le temps un problème en deux, dit aussi du clivage que le patient peut ressentir. Il y a 4 processus qui précèdent le traitement pour qu'un accord survienne entre le patient et le thérapeute. Par suite, le patient intègre mieux toute son histoire personnelle sans retomber dans des contradictions par rapport à lui-même et aux autres. Il accepte son présent tel. En sixième point et dernier point, les statistiques. Alors la prévalence de ce trouble est de l'ordre de 1% d'après le diagnostic DSM-4. Il touche principalement les femmes parce qu'il va évalué plutôt par le médecin par rapport aux hommes. Mais le niveau est à peu près équivalent chez les hommes et les femmes. Le niveau social des patients est faible et 30 à 40% des personnes diagnostiquées feront une tentative de suicide. Et on estime à 10% des diagnostiqués qui mourront par suicide.